Histoire Le dragon. Celui qui cherche le mal d'autrui trouve son propre mal. Et celui qui étend les pièges de la trahison et de la tromperie y tombe souvent lui-même. Comme vous l'entendrez dans l'histoire d'une reine qui construisit de ses propres mains le piège dans lequel elle fut prise par le pied. Il fut un temps un roi de Haute-Côte qui pratiquait une telle tyrannie et une telle cruauté que, tandis qu'il se rendait une fois en visite de plaisir dans un château éloigné de la ville, son siège royal fut usurpé par une certaine sorcière. Sur quoi, après avoir consulté une statue en bois qui donnait des réponses oraculaires, il répondit qu'il récupérerait ses domaines lorsque la sorcière perdrait la vue. Mais voyant que la sorcière, en plus d'être bien gardée, connaissait d'un coup d'œil les gens qui l'envoyaient pour l'ennuyer, et qu'elle leur faisait une justice de chien, il devint tout à fait désespéré, et, malgré elle, il tua toutes les femmes de cet endroit qu'il pourrait mettre entre ses mains. Or, après que des centaines et des centaines de personnes y eurent été amenées par malheur, pour y perdre la vie, il arriva par hasard, entre autres, une jeune fille nommée Porziella, la plus belle créature qu'on puisse voir sur toute la terre, et le roi ne pouvait s'empêcher de tomber amoureux d'elle et d'en faire sa femme. Mais il était si cruel et si méchant envers les femmes qu'au bout d'un moment, il allait la tuer comme les autres. Mais au moment où il levait le poignard, un oiseau laissa tomber une certaine racine sur son bras, et il fut saisi d'un tel tremblement que l'arme lui tomba des mains. Cet oiseau était une fée qui, quelques jours auparavant, s'étant endormie dans un bois où, sous la tente des ombres, la peur veillait et défiait l'ardeur du soleil, un certain satyre était sur le point de la voler, lorsqu'elle fut réveillée par Porziella, et pour cette bonté elle suivit continuellement ses pas afin de lui faire un retour. Quand le roi vit cela, il crut que la beauté du visage de Porziella avait arrêté son bras et ensorcelé le poignard pour l'empêcher de la transpercer comme il avait fait tant d'autres. Il résolut donc de ne pas tenter une seconde fois, mais de la faire mourir reconstruite dans un grenier de son palais. Aussitôt dit, aussitôt fait. La malheureuse créature fut enfermée entre 4 murs, sans avoir rien à manger ni à boire, et laissée dépérir et mourir peu à peu. L'oiseau, la voyant dans cet état misérable, la consolait par des paroles aimables, lui disant de prendre bon courage, et lui promettant, en échange de la grande bonté qu'elle lui avait faite, de l'aider s'il le fallait dans sa vie même. Cependant, malgré toutes les instances de Porziella, l'oiseau ne lui dit jamais qui elle était, mais il lui dit seulement qu'elle avait des obligations envers elle et qu'elle ne négligerait rien pour la servir. Et voyant que la pauvre fille était affamée, elle s'envola et revint aussitôt avec un couteau pointu qu'elle avait pris dans le garde-manger du roi, et lui dit de faire un trou dans le coin du plancher juste au-dessus de la cuisine, par lequel elle apportait régulièrement sa nourriture pour subvenir à ses besoins. Porziella s'ennuyait jusqu'à ce qu'elle ait fait un passage pour l'oiseau, qui, attendant que le cuisinier soit sorti pour chercher une cruche d'eau au puits, descendit par le trou et prit une belle volaille qui cuisait au feu, l'a apportée à Porziella. Puis, pour étancher sa soif, ne sachant comment lui porter aucune boisson, elle courut au garde-manger, où pendait quantité de raisins, et lui apporta une belle grappe. Et elle le fit régulièrement pendant plusieurs jours. Pendant ce temps, Porziella accoucha d'un beau petit garçon, qu'elle allaita et éleva avec l'aide constante de l'oiseau. Et quand il fut grand, la fée conseilla à sa mère d'agrandir le trou et d'élever autant de planches du plancher qu'elle permettrait au passage de Miuccio, car c'est ainsi qu'on appelait l'enfant. Puis, après l'avoir descendu avec quelques cordes que l'oiseau avait apportées, remettre les planches à leur place, afin qu'on ne voie pas d'où il venait.
Porziella obéit donc à l'oiseau. Et dès que la cuisinière fut sortie, elle laissa tomber son fils, lui demandant de ne jamais dire d'où il venait ni de qui il était le fils. Quand le cuisinier revint et vit un si beau petit garçon, il lui demanda qui il était, d'où il venait et ce qu'il voulait. Sur quoi l'enfant, se souvenant des conseils de sa mère, dit qu'il était un pauvre garçon désespéré qui cherchait un maître. Pendant qu'il parlait, le majordome entra, et voyant le petit bonhomme plein d'esprit, il pensa qu'il ferait un joli page pour le roi. Il le conduisit donc aux appartements royaux. Et quand le roi le vit si beau et si charmant qu'il paraissait un véritable joyau, il fut très content de lui, et le prit à son service comme page et dans son cœur comme fils, et lui fit enseigner tous les exercices convenables. Un cavalier, de sorte que Miuccio grandit comme l'homme le plus accompli de la cour, et le roi l'aimait bien plus que son beau-fils. La belle-mère du roi, qui était en réalité la reine, commença à le prendre en aversion et à le tenir en aversion. Et son envie et sa méchanceté gagnèrent du terrain à mesure que les faveurs et les bontés que le roi accordait à Miuccio leur ouvraient la voie. Elle résolut donc de savonner l'échelle de sa fortune, afin qu'il dégringole de haut en bas. Ainsi, un soir, alors que le roi et sa belle-mère accordaient leurs instruments ensemble et mettaient en musique leurs discours, la reine dit au roi que Miuccio s'était vanté de construire 3 châteaux dans les airs. Ainsi, le lendemain matin, au moment où la lune, la maîtresse d'école des ombres, donne congé à ses écoliers pour la fête du soleil, le roi, soit par surprise, soit pour satisfaire la vieille reine, ordonna à Miuccio d'être là et lui ordonna aussitôt de construire les 3 châteaux en l'air comme il l'avait promis, sinon il lui ferait danser une gigue en l'air. Lorsque Miuccio entendit cela, il se rendit dans sa chambre et commença à se lamenter amèrement, voyant quel ver est la faveur des princes et combien elle dure peu de temps. Et tandis qu'il pleurait ainsi, voilà, l'oiseau vint et lui dit: Prends courage, Miuccio, et ne crains rien tant que tu m'as à tes côtés, car je peux te tirer du feu. Puis elle lui ordonna de prendre du carton et de la colle et de faire 3 grands châteaux. Et, appelant 3 gros griffons, elle attacha un château à chacun, et ils s'envolèrent dans les airs. Alors Miuccio appela le roi, qui accourut avec toute sa cour pour voir ce spectacle. Et quand il vit l'ingéniosité de Miuccio, il eut une plus grande affection pour lui et lui prodigua des caresses de l'autre monde, ce qui ajouta de la neige à l'envie de la reine et du feu à sa rage, voyant que tous ses projets échouaient. À tel point que, en dormant comme en s'éveillant, elle cherchait toujours un moyen d'ôter cette épine de ses yeux. Finalement, après quelques jours, elle dit au roi: Mon fils, le moment est venu pour nous de retourner à notre ancienne grandeur et au plaisir des temps passés, puisque Miuccio a proposé d'aveugler la sorcière, et par le déboursement de ses yeux pour te faire retrouver ton royaume perdu. Le roi, qui se sentit touché au point sensible, appela à l'instant même Miuccio et lui dit: Je suis très surpris que, malgré tout mon amour pour vous, et que vous ayez le pouvoir de me restituer au siège d'où je suis tombé, vous restez ainsi insouciant, au lieu d'essayer de me soulager de la misère dans laquelle je me trouve, réduit ainsi d'un royaume à un bois, d'une ville à un château mesquin, et de commander à un si grand peuple d'être à peine servi par une bande de serviteurs à moitié affamés. Si donc vous ne me voulez pas de mal, courez maintenant et aveuglez les yeux de la fée qui possède ma propriété, car en éteignant ces lanternes vous allumerez les lampes de mon honneur qui sont maintenant sombres et lugubres. Lorsque Miuccio entendit cette proposition,
Il était sur le point de répondre que le roi était mal informé et s'était trompé, car il n'était ni un corbeau pour cueillir des yeux ni une tarière pour percer des trous. Mais le roi dit, « Plus de mots? Alors je le veux. Alors que cela soit fait. Souvenez-vous maintenant que dans la mande de mon cerveau, j'ai la balance prête. Dans une balance, la récompense, si vous faites ce que vous faites. Je vous le dis. Dans l'autre, la punition, si vous négligez de faire ce que je commande. » Miuccio, qui ne pouvait s'appuyer contre un rocher et avait affaire à un homme qu'il ne fallait pas ébranler, alla se plaindre dans un coin. Et l'oiseau s'approcha de lui et lui dit, « Est-il possible, Miuccio, que tu te noies toujours dans un verre d'eau? Si j'étais mort, tu ne pourrais pas faire plus d'histoire. Ne sais-tu pas que j'ai plus d'estime pour moi, pour votre vie que pour la mienne? Ne perdez donc pas courage. Venez avec moi, et vous verrez ce que je peux faire. » En disant cela, elle s'envola et atterrit dans le bois, où dès qu'elle commença à gazouiller, une grande volée d'oiseaux vint autour d'elle, à qui elle raconta l'histoire, les assurant que quiconque oserait priver la sorcière de la vue devrait avoir d'elle une garantie contre les serres des faucons et des milans, et une lettre de protection contre les fusils, les arbalètes, les arcs longs et la glu des oiseaux. Il y avait parmi eux une hirondelle qui avait fait son nid contre une poutre du palais royal, et qui haïssait la sorcière, parce que, en faisant ces maudites conjurations, elle l'avait plusieurs fois chassée de la chambre par ses fumigations. C'est pourquoi, en partie par désir de vengeance, et en partie pour obtenir la récompense promise par l'oiseau, elle s'offrit pour accomplir ce service. Alors elle s'envola comme un éclair vers la ville, et entrant dans le palais, elle trouva la fée allongée sur un canapé, avec 2 demoiselles qui l'éventaient. Puis l'hirondelle arriva et, se posant directement sur la fée, lui creva les yeux. Alors la fée, voyant ainsi la nuit à midi, comprit que par cette fermeture de la douane les marchandises du royaume étaient toutes perdues. Et poussant des cris comme ceux d'une âme condamnée, elle abandonna le sceptre et alla se cacher dans une certaine grotte, où elle se cognait continuellement la tête contre le mur, jusqu'à ce qu'enfin elle finisse ses jours. La sorcière partit, les conseillers envoyèrent des ambassadeurs au roi, le priant de revenir dans son château, puisque l'aveuglement de la sorcière lui avait fait voir ce jour heureux. Et au même moment arriva Miuccio, qui, sous la direction de l'oiseau, dit au roi, « Je t'ai servi de mon mieux. La sorcière est aveuglée, le royaume est à toi. C'est pourquoi, si je mérite en récompense de ce service, je ne désire rien d'autre que d'être abandonné à mon malheur, sans être de nouveau exposé à ses dangers. » Mais le roi, l'embrassant avec beaucoup d'affection, lui dit de mettre son bonnet et de s'asseoir à côté de lui. Et Dieu sait combien la reine en fut furieuse, car à l'arc multicolore qui apparaissait sur son visage on pouvait reconnaître le vent de la tempête qui couvait dans son cœur contre le pauvre Miuccio. Non loin de ce château vivait un dragon des plus féroces, né à la même heure que la reine. Et les astrologues appelés par son père pour astrologuer sur cet événement, dirent que sa fille serait en sécurité aussi longtemps que le dragon serait en sécurité, et que lorsque l'un mourrait, l'autre mourrait nécessairement aussi. Une seule chose pouvait ramener la reine à la vie, c'était d'oindre ses tempes, sa poitrine, ses narines et son pouls avec le sang du même dragon. Or la reine, connaissant la force et la fureur de cet animal, résolut d'envoyer Miuccio dans ses griffes, bien sûr que la bête n'en ferait qu'une bouchée, et qu'il serait comme une fraise dans la gorge d'un ours. Alors, se tournant vers le roi, elle dit,
Sur ma parole, ce Miuccio est le trésor de votre maison, et vous seriez vraiment ingrat si vous ne l'aimiez pas, d'autant plus qu'il avait exprimé son désir de tuer le dragon, qui, bien qu'il soit mon frère, il est néanmoins votre ennemi. Et je tiens plus à un cheveu de votre tête qu'à 100 frères. Le roi, qui haïssait mortellement le dragon et ne savait comment le soustraire à sa vue, appela aussitôt Miuccio et lui dit: Je sais que tu peux mettre la main à tout ce que tu veux. Tant pis, accordez-moi encore un autre plaisir, puis conduisez-moi où vous voudrez. Allez tout de suite tuer le dragon, car vous me rendrez un singulier service, et je vous en récompenserai bien. Miuccio, à ces mots, fut sur le point de perdre la raison, et dès qu'il put parler, il dit au roi: Hélas! Quel mal de tête m'as-tu donné par tes continuelles taquineries? Ma vie est-elle un tapis en peau de chèvre noire, que vous l'usez ainsi à jamais? Ce n'est pas une poire épluchée prête à tomber dans la bouche, mais un dragon, qui déchire avec ses griffes, brise avec sa tête, écrase avec sa queue, croque avec ses dents, empoisonne avec ses yeux et tue avec son haleine. Pourquoi veux-tu m'envoyer à la mort? Est-ce là la sinécure que tu me donnes pour t'avoir donné un royaume? Quelle est la méchante âme qui a mis ce dé sur la table? Fils de perdition, t'as appris ces cabrioles et mis ces paroles dans ta bouche? Alors le roi, qui, bien qu'il se laissait balloter léger comme une balle, était plus ferme qu'un rocher selon ce qu'il avait dit un jour, frappa du pied et s'écria: Après tout ce que vous avez fait, échouerez-vous à la fin? Mais plus de mots. Allez, débarrassez mon royaume de ce fléau, à moins que vous ne vouliez que je vous débarrasse de la vie. Le pauvre Miuccio, qui recevait ainsi tantôt une faveur, tantôt une menace, tantôt une tape sur le visage, tantôt un coup de pied, tantôt une parole aimable, tantôt une parole cruelle, reflétait combien la fortune de la cour est changeante et aurait voulu être sans la connaissance du roi. Mais sachant que répondre aux grands hommes est une folie, et comme arracher un lion par la barbe, il se retira, maudissant son sort, qui ne l'avait conduit à la cour que pour abréger les jours de sa vie. Et comme il était assis sur le seuil d'une porte, la tête entre les genoux, lavant ses chaussures avec ses larmes et réchauffant la terre avec ses soupirs, voici l'oiseau arriva en volant avec une plante dans son bec et la jeta à lui dit: Lève-toi, Miuccio, et prends courage. Car tu ne vas pas jouer à décharger le cul avec tes jours, mais au backgammon avec la vie du dragon. Prends cette plante, et quand tu viendras aux cavernes de cet horrible animal, jetez-le dedans, et aussitôt un tel somnolence l'envahira qu'il s'endormira profondément, après quoi, en le blessant et en le piquant avec un bon couteau, vous pourrez bientôt en finir avec lui. Car les choses se passeront mieux que vous ne le pensez. Assez! S'écria Miuccio, je sais ce que je porte à mon actif. Nous avons plus de temps que d'argent, et celui qui a le temps a la vie. En disant cela, il se leva, et, mettant un serpeur à sa ceinture et prenant la plante, il se dirigea vers la grotte du dragon, qui était sous une montagne d'une si belle croissance, que les 3 montagnes qui étaient des marches vers les géants n'auraient pas atteint sa taille. Lorsqu'il arriva, il jeta la plante dans la grotte, et aussitôt un profond sommeil s'empara du dragon, et Miuccio commença à le couper en morceaux. Or, juste au moment où il était ainsi occupé, la reine ressentit une douleur déchirante au cœur. Et se voyant mise dans une mauvaise passe, elle comprit son erreur d'avoir acheté la mort avec de l'argent comptant. Elle appela donc son beau-fils et lui raconta ce que les astrologues lui avaient prédit. Sa vie dépendait de celle du dragon et elle craignait que Miuccio ne l'ait tué,
car elle se sentait peu à peu s'éloigner. Alors le roi répondit, « Si tu savais que la vie du dragon était le support de ta vie et la racine de tes jours, pourquoi m'as-tu fait envoyer Miuccio? Qui est en faute, tu as dû te faire le mal, et vous devez en souffrir. Vous avez brisé le verre, et vous pouvez en payer le prix. » Et la reine répondit, « Je n'aurais jamais pensé qu'un tel jeune homme puisse avoir l'habileté et la force de renverser un animal qui ne faisait rien d'une armée, et je m'attendais à ce qu'il y laisse ses haillons. Mais comme je comptais sans mon hôte, et l'écorce de mes projets a déraillé, faites-moi une bonté si vous m'aimez. Quand je serai mort, prenez une éponge trempée dans le sang de ce dragon et oignez en toutes les extrémités de mon corps avant de l'enterrer. Moi. Ce n'est qu'une petite chose pour l'amour que je vous porte, répondit le roi. Et si le sang du dragon ne suffit pas, j'y ajouterai le mien pour vous donner satisfaction. La reine était sur le point de le remercier, mais le souffle lui coupa le discours. Car à ce moment-là, Miuccio avait fini de marquer le dragon. À peine Miuccio fut-il venu en présence du roi avec la nouvelle de ce qu'il avait fait, que le roi lui ordonna d'aller chercher le sang du dragon. Mais étant curieux de voir l'acte accompli par la main de Miuccio, il le suivit. Et comme Miuccio sortait de la porte du palais, l'oiseau le rencontra et lui dit, « Où vas-tu » Et Miuccio répondit, « Je vais où le roi m'envoie. Il me fait voler d'avant en arrière comme une navette, et ne me laisse jamais de repos une heure. » Ce qu'il faut faire? Dit l'oiseau. Pour aller chercher le sang du dragon, dit Miuccio. Et l'oiseau répondit, « Ah! Misérable jeunesse! Ce sang de dragon sera pour toi du sang de taureau et te fera éclater. Car ce sang fera renaître la mauvaise graine de tous tes malheurs. La reine t'expose continuellement à de nouveaux dangers que vous puissiez perdre la vie. Et le roi, qui laisse cet odieux être lui mettre le bas, vous ordonne, comme un naufragé, de mettre en danger votre personne, qui est sa chair et son sang et un rejeton de son mais le misérable ne vous connaît pas, bien que l'affection innée qu'il vous porte aurait dû trahir votre parenté. De plus, les services que vous avez rendus au roi, et le gain pour lui d'un si beau fils et héritier, devraient l'obtenir. Faveur pour la malheureuse Porziella, votre mère, qui depuis 14 ans est enterrée vivante dans une mansarde, où l'on voit un temple de beauté bâti dans une petite chambre. Pendant que la fée parlait ainsi, le roi, qui avait entendu chaque mot, s'avança pour mieux connaître la vérité. Et voyant que Miuccio était son propre fils et celui de Porziella, et que Porziella vivait encore dans la mansarde, il ordonna aussitôt qu'elle soit libérée et amenée devant lui. Et quand il la vit plus belle que jamais, grâce aux soins que prenait l'oiseau pour elle, il l'embrassa avec la plus grande affection, et ne se contenta jamais de serrer contre son cœur d'abord la mère, puis le fils, en implorant le pardon de Porziella pour les mauvais traitements qu'il lui avait infligés, et pour son fils pour tous les dangers auxquels il l'avait exposé. Puis il lui ordonna de se vêtir des robes les plus riches et la fit couronner reine devant tout le peuple. Et lorsque le roi apprit que sa conservation et la fuite de son fils de tant de dangers étaient entièrement dues à l'oiseau, qui avait donné de la nourriture à l'une et des conseils à l'autre, il lui offrit son royaume et sa vie. Mais l'oiseau dit qu'elle ne désirait pas d'autre récompense pour ses services que d'avoir Miuccio pour mari. Et tandis qu'elle prononçait ces mots, elle se transforma en une belle jeune fille, et, à la grande joie et à la grande satisfaction du roi et de Porziella, elle fut donnée pour épouse à Miuccio. Alors les nouveaux mariés, pour donner de plus grandes fêtes, se rendirent dans leur propre royaume, où ils étaient attendus avec impatience, chacun attribuant cette bonne fortune à la fée,
pour la bonté que Porziella lui avait fait. Car à la fin de la fin, une bonne action n'est jamais perdue. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.